Je voudrais d'abord beaucoup me réjouir de retrouver M. Kazuto Suzuki, qui était déjà venu dans ce cycle de conférences, il y a, pour le cycle sur la Chine, 5 ans donc. Donc on est vraiment très heureux de le revoir. Vous le savez, il enseigne à la faculté de droit de l'université d'Hokkaido. Il est membre du comité de suivi des sanctions et plus généralement de l'accord de désarmement nucléaire avec l'Iran. Il a une longue carrière d'universitaire derrière lui, après avoir été diplômé en relations internationales de l'université Ritsumeikan. Il a passé son doctorat à l'université de Sussex en Angleterre. Il a enseigné à l'université de Tsukuba, puis à l'université d'Hokkaido. Et il a été professeur invité à la Woodrow Wilson School de Princeton, auquel appartenait notre ami Aaron Friedberg, qui était là il y a peu de temps. Sa thématique de recherche est centrée sur les questions internationales, mais avec deux ouvertures spécifiques, l'une sur l'espace. Et je crois que d'ailleurs vous avez participé comme expert à la reformulation de la politique spatiale japonaise et aux évolutions de la réglementation japonaise sur l'espace. Et puis les questions nucléaires, de la sécurité nucléaire. Et je crois qu'on a fait aussi appel à vous après l'accident de Fukushima comme expert indépendant pour faire partie du comité de la commission d'investigation. Mais bien d'autres domaines sont les vôtres, avec le contre-terrorisme, etc., mais avec une particularité aussi de bien connaître la problématique de la relation avec les États-Unis, importante pour votre pays, et c'est aussi à ce titre qu'on vous accueille aujourd'hui, heureux de discuter des enjeux stratégiques pour les États-Unis de l'Asie. Alors, pour débattre avec vous, Maud Kézard, que je suis content d'accueillir cette fois pour la première fois, maître de recherche des universités, chercheur à l'IRSEM. Elle a enseigné, vous avez fait, je crois, votre scolarité à la Sorbonne Nouvelle, c'est ça? Oui, à Sciences Po. Et à Sciences Po. Et puis vous enseignez en ce moment à Assas, un petit peu. À l'IRSEM, vous avez enseigné ensuite dans beaucoup d'universités, à Poitiers, je crois, à l'IEP de Bordeaux, à Sciences Po Paris. Mais alors, vous avez, outre de bien connaître les questions de la relation transatlantique et des États-Unis, vous avez un centre d'intérêt qui s'est aussi récemment tourné sur les problématiques de la guerre de l'information, des problématiques numériques, de la stratégie d'influence. C'est notamment le sujet d'un de vos récents ouvrages intitulé « Guerre de l'information et stratégie d'influence, propagande et diplomatie publique des États-Unis depuis la guerre froide » aux presses universitaires de Rennes. Vous venez de co-diriger un ouvrage avec M. Hurtebise et Gagnon sur les alliances et la puissance politique sous l'ère Trump. Et vous travaillez avec Céline Maranger, qu'on salue, sur les guerres de l'information à l'ère numérique, et un ouvrage qui paraîtra au PUF en 2020. Puisqu'on parle de numérique, de cyber, de stratégie d'influence, encore que vous êtes plutôt aussi sur les aspects de soft power et d'influence, je signale à ceux qui seront intéressés, qui auront eu le temps de dîner et qui ne seront pas couchés, que l'émission Cellules de crise, dont j'avais été à l'origine du concept avec France 2, produit et diffuse ce soir une émission de la cellule de crise consacrée à la cyberdéfense. C'est une bonne émission, je pense, si vous avez, en plus d'avoir ouvert votre esprit par cette conférence, le temps ce soir de regarder cette émission. Donc elle est à 22h55, cellule de crise, sur France 2. Voilà. Alors, on va commencer maintenant. Je rappelle les règles pour nos intervenants. Vous aurez la parole pour le temps de votre conférence. Ensuite, un échange avec Maud qui interviendra pour contre-réagir, etc. Ou vous interpeller ou vous poser des questions. Moi-même, s'il le faut, mais c'est une position très confortable d'avoir de si bons experts ce soir. Je serai plutôt dans l'écoute. Et puis, je passerai la parole à la salle pour les questions, avec toujours une priorité donnée aux questions des étudiants, et je les incite à d'ores et déjà préparer leurs questions pour la suite. Voilà, merci beaucoup. Kazuto, vous avez la parole.
OK. Merci beaucoup. Je m'appelle Kazuto Suzuki et merci à lui. C'est un honneur de venir ici pour la deuxième fois. Mais je connais mon français n'est pas bien et c'est meilleur pour moi de parler en anglais, alors I'm going to switch. Donc, je vais passer à l'anglais. Merci beaucoup d'être venu. Je suis vraiment ravi d'être des vôtres pour la deuxième fois. C'est un grand honneur pour moi d'être sur une liste aussi fantastique de conférenciers. Je passe entre Anthony Blinken et Philip Gordon. Et je crois que ces deux messieurs sont les mieux placés pour s'exprimer sur la puissance américaine. Mais parallèlement, je crois que je suis le seul venu d'Asie pour donner le point de vue d'Asie. Et donc, je pense qu'il y aura une certaine valeur ajoutée à s'assurer que vous ayez un point de vue différent. La tâche qui m'incombe ce soir est de parler des États-Unis et de l'Asie, notamment la relation entre les États-Unis et la Chine. La relation sino-américaine a été au centre des problématiques géostratégiques internationales et il est souvent le cas qu'elle se caractérise comme une concurrence hégémonique. Mais est-ce vraiment une concurrence hégémonique? Telle est la question. Parce que les États-Unis est un hégémone depuis de nombreuses années, surtout après l'effondrement de l'Union soviétique, mais parallèlement, les États-Unis ont changé de nature, non seulement du fait des caractéristiques du gouvernement Trump, mais aussi, depuis l'administration Obama, il y a eu un certain élément d'Amérique d'abord, America First, dans le comportement des États-Unis sur la scène internationale. Donc, est-ce que cette America First fait des États-Unis une puissance hégémonique? Eh bien non, parce que la définition d'une puissance hégémonique, ce n'est pas simplement la puissance économique, la puissance militaire, mais il faut aussi qu'il y ait une puissance indicatrice à faire changer les comportements en modifiant les idées, les institutions et les règles, tout cela visant à faire changer de comportement d'autres pays. Les États-Unis conservent encore leur position de puissance économique ainsi que leur pouvoir militaire, mais ils se retirent dans le troisième cercle d'une puissance hégémonique. Cela n'abandonne pas l'héritage hégémonique des États-Unis. Les États-Unis conservent encore leur alliance avec l'Europe et avec le Japon, mais dans les faits, ils ne se servent pas de cette puissance. Les États-Unis ne sont plus un hégémone efficace, effectif. On peut les caractériser comme tels, mais l'utilisation de cette puissance se réduit de plus en plus. Les États-Unis sont plus un super-État qu'un État hégémonique. D'un autre côté, est-ce que la Chine est un État hégémonique? Voilà la deuxième question qu'il convient de poser. La Chine n'a pas d'alliés. Elle est anciennement alliée avec la Corée du Nord, mais outre cela, il n'y a pas d'alliance institutionnalisée comme l'OTAN ou l'alliance sécuritaire États-Unis-Japon. La Chine a des amis comme le Pakistan ou le Cambodge, mais cela ne fait pas d'eux des alliés qui viennent institutionnaliser l'hégémonie de la Chine, parce que il n'y a pas là de puissance hégémonique structurée donnée à la Chine sur la scène internationale. L'initiative Ceinture et Route, la nouvelle route de la soie, donc, donne une certaine puissance, augmente l'influence de la Chine, mais c'est un ensemble d'investissements commerciaux que fait ce pays.
et on n'y retrouve pas la cohérence stratégique simple qu'on pourrait attendre. Cela montre simplement que la Chine a une ambition accrue. C'est plus, en fait, un recueil de projets d'investissement individuels qui, en fin de compte, relient tous les intérêts économiques de la Chine avec différents pays. Il est donc assez difficile de dire qu'il s'agit d'une pénétration stratégique. Certains avancent que l'on peut parler de sharp power, qui montre que la Chine essaye de pénétrer de nombreux pays, y compris des pays européens, voire même les États-Unis, mais cela ne lui donne pas l'influence plus forte qui pourrait faire en sorte que l'on viendrait à apprécier la Chine. On voit toujours que la Chine est une puissance économique, mais elle ne devient pas un leader dans les relations internationales. L'une des raisons à cela est le manque de transparence. Les actions de la Chine, si vous regardez par exemple comment la Chine s'est comportée dans la lutte contre le coronavirus, le manque de transparence dont a fait preuve la Chine a été problématique et par conséquent l'influence de la puissance économique chinoise, notamment les mouvements de population venant de Chine, ont diffusé ce virus dans le monde entier. Et en fin de compte, cela démontre la connexion qu'a la Chine avec l'arène internationale, mais ça ne donne pas vraiment confiance envers le fait que la Chine s'occupe bien de la communauté internationale. À la fois, les États-Unis et la Chine sont en concurrence l'un avec l'autre en tant que super-États, parce que ce sont à la fois des puissances économiques et militaires, mais aucun n'assume vraiment le leadership dans la communauté internationale. À telle enseigne que j'en viens à conclure que la nature de cette rivalité américano-chinoise n'est pas celle que l'on a constatée pendant la guerre froide. Il ne s'agit pas d'une nouvelle guerre froide. Il s'agit plutôt d'une concurrence bilatérale pour le pouvoir, pour la puissance entre les États-Unis et la Chine, sans l'implication de bon nombre d'autres pays en dehors de ces deux premières superpuissances concernées. J'en viens maintenant à l'explication de l'état actuel des États-Unis. Les États-Unis se retirent de leur position d'hégémone et ils redéfinissent leurs relations avec leurs alliés. Vous le savez peut-être, l'administration Trump exige que l'on augmente les dépenses dévolues dans les budgets à la défense, que ce soit de la part des pays de l'OTAN ou du Japon. Et cela pose la question de l'engagement des États-Unis dans la défense. Est-ce que les États-Unis, en tant qu'alliés, prendraient l'engagement de défendre leurs alliés? Si vous regardez le cas de l'Asie, par exemple, les États-Unis, notamment le président Trump, entretiennent une relation personnelle avec la Corée du Nord, qui est l'une des plus grandes menaces pour le Japon. Et la dénucléarisation de la Corée du Nord a été la question fondamentale de la sécurité et de la politique diplomatique du Japon depuis longtemps. Mais les États-Unis représentent maintenant un obstacle dans les avancées sur une question aussi fondamentale pour le Japon. Je parlerai un petit peu plus tard aussi de la question du renseignement, notamment concernant la question de Huawei et de la 5G, ce qui entre maintenant en ligne de compte
c'est que les États-Unis exigent que leurs alliés réduisent les investissements dans les produits chinois ou le recours à ces produits chinois dans le cadre des communications en matière de sécurité. Ça a été l'une des problématiques qui ont été évoquées avec les alliés européens, mais aussi avec le Japon, la Corée du Sud et d'autres. Les États-Unis menacent d'utiliser leur puissance pour réduire le partage de renseignements si jamais le Japon ou les pays européens venaient à utiliser des produits chinois dans les nouveaux réseaux de 5G. Et ça a été un autre point difficile parce que les États-Unis n'ont pas le pouvoir de fournir un remplacement aux produits chinois. Et ils utilisent leur puissance en matière militaire ou de renseignement pour obliger d'autres pays à changer de comportement. Là encore, voilà un signe supplémentaire que les États-Unis réduisent leur engagement envers leurs alliés. Et la rivalité des États-Unis avec la Chine a des aspects plutôt commerciaux que stratégiques. Les États-Unis et la Chine, se sont engagés dans une guerre commerciale, mais ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis n'interviennent pas dans la relation économique entre le Japon et la Chine. Les États-Unis ont peut-être fait certaines interventions en Europe, mais il reste certains cadres 17+1, et ce sont surtout les pays d'Europe orientale, y compris la Grèce et l'Italie. Mais les États-Unis, notamment le gouvernement Trump, se concentrent fortement sur cette rivalité en tant que problématique commerciale, parce que cela a des effets sur l'emploi aux États-Unis. Les États-Unis tentent de réduire les importations venues de Chine afin de stimuler l'emploi américain. Néanmoins, le monde n'est pas aussi simple. Si vous arrêtez d'importer depuis la Chine, il y aura toujours un effet de substitution pour ces importations. Et la plupart des importations proviennent maintenant de Thaïlande ou du Vietnam. Et donc, l'emploi aux États-Unis ne viendra pas décoller pour autant après le recours à des protections contre les importations chinoises. Là encore, c'est un aspect intéressant de voir que les États-Unis ne ciblent que la Chine et pas l'ensemble du libre-échange en tant que tel. Les États-Unis dépendent encore du libre-échange, des réseaux de libre-échange qui se sont établis afin de continuer de faire marcher leur économie. Même si l'administration Trump et le président Trump lui-même ont été extrêmement hostiles à certains accords tels que l'ALENA ou la relation avec l'Europe. Néanmoins, les États-Unis n'ont toujours pas ciblé ces pays dans la même proportion qu'ils l'ont fait avec la Chine. Il existe un problème. Cette question commerciale, économique, a été une énorme problématique parce que la puissance hégémonique des États-Unis est établie, est assise sur l'idée qu'il faut accepter des personnes venues du monde entier et des biens et des services venus du monde entier également. Le concept même de la puissance hégémonique des États-Unis a été entièrement établi sur l'idée ou sur la valeur selon laquelle le libre-échange est l'élément fondamental de l'ordre international. Autrement dit,
si l'on utilise des phrases à la mode, c'est l'ordre international libéral qui vient soutenir l'hégémonie américaine. Néanmoins, les enjeux que représente la Chine, les attaques contre l'OMC et contre de nombreux pays, ou bien les cadres commerciaux bilatéraux ou multilatéraux, compliquent la tâche aux États-Unis quand ils veulent se poser en tant que champions et défenseurs des principes du libre-échange international. C'est encore un autre signe qui montre que les États-Unis voient leur hégémonie se réduire. Il y a beaucoup de débats concernant la concurrence militaire et stratégique entre les États-Unis et la Chine. Bien sûr, cela s'est accentué du fait de l'émergence de la Chine en tant que puissance militaire. Mais est-ce que cela vient remettre en cause la puissance hégémonique des États-Unis? Est-ce que la Chine a repris à son compte la dominance américaine? Eh bien, je ne crois pas, parce que les investissements militaires et l'accumulation militaire en Chine, tout cela est fondé sur l'idée d'améliorer les capacités défensives. Des questions de déni d'accès de zone, AD, Anti-Access Area Denial, tel qu'on l'appelle dans le jargon. C'est un concept visant à réduire la présence américaine dans l'Asie-Pacifique en tentant de repousser les influences américaines dans des pays tels que les Philippines, ou bien le Vietnam, ou même Taïwan, voire le Japon. Cette politique défensive régionale nécessite certaines capacités militaires afin de pouvoir répliquer contre les États-Unis. Donc, l'accumulation militaire chinoise est fondée sur une doctrine selon laquelle ce matériel militaire est nécessaire afin de servir de dissuasion contre les États-Unis qui pourraient vouloir trop s'établir dans cette région. À l'inverse, la réaction américaine à cette accumulation de capacités militaires chinoises, eh bien, elle réagit comme une remise en cause de la puissance militaire des États-Unis en se concentrant notamment sur des questions telles que le spatial, le cyber ou bien les technologies émergentes. Tout cela s'explique par le fait que ces domaines deviennent maintenant les principales zones grises de la concurrence militaire américano-chinoise. Le spatial représente maintenant l'infrastructure essentielle, cruciale pour les opérations militaires aux États-Unis. On ne peut pas faire voler de drones sans une infrastructure spatiale, parce que pour tout cela, il faut des systèmes de navigation, de communication dans le monde entier. Les sous-marins ne peuvent pas identifier où ils sont et sur quoi cibler leurs missiles si le spatial n'est pas là. Le spatial a donc revêtu une importance toute capitale, et puis le spatial est un domaine tout à fait vulnérable au brouillage qui empêche d'envoyer des signaux. On vient donc brouiller les communications entre les satellites et les appareils localement, ou bien il est aussi plus vulnérable à des attaques plus dynamiques telles que l'a fait la Chine il y a quelques années avec des attaques de missiles contre des satellites. Et puis le cyber est un autre domaine de concurrence parce que les cyberattaques sont beaucoup moins coûteuses que les cyberdéfenses. Il est beaucoup plus facile de pénétrer des défenses dans le domaine cyber que de renforcer ces défenses. Et donc, cela explique
pourquoi il y a cette accumulation de capacités cyber, parce que c'est beaucoup moins coûteux que le renforcement des défenses. Et puis, les technologies émergentes sont tout à fait importantes du fait des politiques en matière de données en Chine. L'IA, l'intelligence artificielle, nécessite énormément de données. Le big data, les données massives, peuvent être collectées par divers moyens en Chine. Il y a 1,4 milliard d'habitants en Chine, et en utilisant toute cette population comme source massive d'informations pour, par exemple, la reconnaissance faciale ou bien la gestion de la circulation par l'IA, eh bien, les technologies d'IA sont beaucoup plus faciles à développer en Chine que dans d'autres pays démocratiques, parce que bon nombre de pays démocratiques sont confrontés à un problème épineux de collecte de données du fait des différentes questions de droits humains. Par exemple, en UE, il y a le RGPD, le Règlement général sur la protection des données, qui complique un peu la vie. En tout cas, ça ne complique peut-être pas la vie, mais cela nécessite de passer par pas mal de procédés pour pouvoir collecter des données, en tout cas beaucoup plus qu'en Chine. Les technologies émergentes, donc, comprennent un autre domaine qui pourrait venir contribuer aux différences en matière de capacité militaire entre les États-Unis et la Chine. Et les États-Unis se préoccupent très fortement de ces technologies émergentes et de la façon dont la Chine acquiert ces technologies et s'en sert à des fins militaires. Également, les États-Unis voient le spatial, le cyber et les technologies émergentes comme la façon de maintenir leur supériorité contre la Chine, mais aussi sur différents alliés. Cela leur permettrait de conserver leur supériorité militaire. Les États-Unis essayent donc de contrôler ces technologies pour sortir de certains pays en imposant de nouvelles réglementations en matière de contrôle des exportations, comme ce qu'on appelle l'ECRA, ECRA, la loi de réforme du contrôle des exportations et le FIMA, qui vise à empêcher des sociétés chinoises de racheter des start-up ou des sociétés de haute technologie aux États-Unis. Et donc, les technologies, surtout les technologies émergentes, ont été un élément fondamental de la riposte américaine actuelle à l'émergence de la puissance chinoise. Même si les États-Unis se sont beaucoup préoccupés de l'expansion de l'influence chinoise et de l'accumulation de puissance militaire chinoise, les mesures effectives prises par les États-Unis à l'encontre des pays qui font partie de la nouvelle initiative des routes de la soie, tout cela a été assez insignifiant. Les États-Unis ne sont pas beaucoup impliqués dans des pays tels que le Pakistan ou bien le Cambodge. Les États-Unis n'ont pas essayé de contrebalancer de façon efficace cette puissance qui atteint maintenant l'Asie centrale, l'Asie du Sud, voire des pays africains, cette puissance chinoise. Il semblerait donc que les États-Unis s'intéressent assez peu à la remise en question de l'expansion chinoise. Néanmoins, ils ont un intérêt tout à fait solide au Moyen-Orient. Les États-Unis ont beaucoup prêté attention à ce qu'il s'est passé en Iran, et peut-être, Louis a dit que je travaillais dans le cadre onusien sur les sanctions à l'encontre de l'Iran, donc je suis tout à fait au fait de la politique américaine en Iran et au Moyen-Orient. Et puis l'administration Trump actuelle est fortement interventionniste
dans le domaine de la politique israélienne. C'est jour d'élection pour la 3e fois en un an en Israël, une élection législative dans ce pays. Et les États-Unis sont beaucoup intervenus au Moyen-Orient, mais pas dans d'autres régions, en tout cas pas dans la même proportion. Et donc la Chine pénètre dans les domaines où les États-Unis n'ont pas l'air très intéressés, par exemple l'Asie centrale, les anciennes républiques soviétiques. Il semble que tout cela soit un petit peu délaissé par l'influence américaine. Il est donc beaucoup plus facile pour la Chine de venir leur damer le pion là-bas. Pour ce qui est de la question de la 5G maintenant, c'est quand même un thème particulièrement intéressant, parce qu'il est intéressant de voir le rôle de la Chine dans les relations sino-américaines. Cette question de la 5G pose tout le problème de l'hégémonie technologique. En tout cas, c'est ce que l'on pourrait penser. En réalité, il n'en est rien parce que cette technologie 5G, elle est parfaitement disponible et tout le monde le sait. Tout le monde sait reproduire cette technologie. Nokia, Ericsson, Fujitsu et bien d'autres constructeurs sont parfaitement capables de construire un réseau 5G. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la 5G a besoin d'un énorme investissement en raison du spectre de fréquence et de la puissance de transmission. Parce que pour ce qui est de la vitesse de transmission, on est beaucoup plus proche des vitesses de la lumière que la 4G, par exemple, dont la propagation est plutôt proche de celle de la vitesse du son. Donc, ce qui se passe, c'est que si ce qui se passerait, par exemple, vous avez un décalage, on entend la personne mais on ne la voit pas, mais si on ne la voit pas, c'est que la lumière se heurte à certains objets, enfin les rayons électromagnétiques se heurtent à des obstacles. Et en 5G, le souci, c'est que justement vous avez ce problème, et si vous voulez créer un réseau 5G à Paris, il faut avoir des mâts, dans un contexte urbain comme Paris, des mâts qui permettent aux ondes électromagnétiques de poursuivre leur route sans se heurter à des obstacles. C'est ça le problème de la 5G, c'est ça la nécessité. Si on veut un réseau 5G, il faut un énorme investissement pour avoir toute cette infrastructure en présence. Donc vous n'avez pas besoin pour la 4G. En tout cas, pas dans les mêmes proportions. Or, cette 5G, maintenant, semble être la clé de voûte de la société 5.0, des services avancés, la conduite autonome, la télémédecine ou d'autres services encore inconnus qui pourront être déployés au moyen de cette technologie liée au réseau mobile. Donc ce réseau 5G est, comme je l'ai dit, la clé de la compétitivité de nos économies, et c'est la raison pour laquelle vous avez pas mal de pays qui souhaitent justement mettre en place un réseau 5G, parce que s'ils ne le font pas, eh bien, ils seront à la traîne, ils ne pourront pas être compétitifs, en tout cas pour ce qui est de la prestation de nouveaux services. Donc la mise en place rapide d'un réseau 5G est absolument cruciale, et pour ce faire, il faut quand même pouvoir le faire à relativement bon marché, parce que l'investissement quand même, sinon, est absolument massif. Donc le produit de Huawei, lui, dans ce domaine, est parfaitement compétitif. Justement, sur le plan du coût, il revient relativement peu cher, et l'utilisation de la technologie Huawei, ou plutôt du réseau Huawei, est la façon la plus rapide, la plus économique de déployer un réseau 5G. Mais au bout du compte, ce réseau 5G sera donc porteur de données, d'informations de très grande densité, notamment les informations qui concernent la vie de nos concitoyens. Imaginez que la Chine s'amuse à
à interférer sur les signaux, sur les données, à telle enseigne que, par exemple, si on est tributaire de la 5G pour la conduite autonome et que ce signal est perturbé par les Chinois, eh bien, on ne pourra plus faire de conduite autonome. Votre voiture va se balader dans la nature. Donc, il y a des risques de sécurité qui seront associés au fait que la Chine détient ce réseau et qui pourrait le manipuler comme elle l'entend. Alors, on peut vouloir déployer le réseau 5G le plus rapidement possible pour rester compétitif, mais le problème, donc, c'est que la Chine tire un petit peu les ficelles. Et alors, le problème qui se pose en France, au Japon, aux États-Unis, ben, c'est justement ça le dilemme. Est-ce que on veut de la 5G, mais à quel prix? Comment limiter, comment atténuer le risque associé au fait que cette technologie est chinoise et on ne voudrait pas que cela devienne un problème, qu'il y ait une menace qui pourrait être vitale hein, si les Chinois en décidaient ainsi. Il faut bien se rappeler que la Chine a parfaitement le moyen de contraindre les entreprises à livrer les données qui sont collectées par ce réseau. Hein, si Huawei collecte les données par le truchement du réseau 5G et que ces données tombent entre les mains en quelque sorte des autorités chinoises, ça complique considérablement les choses. En tout cas, vous avez des produits chinois qui porteront l'information vocale, le trafic de data, comme on dit, mais vous aurez également capturé, pour ainsi dire, des données personnelles qui concernent votre santé, des informations personnelles qui seront ainsi, qui relèvent de la sphère privée, qui pourraient parfaitement bien être détournées par ce truchement, par ce réseau 5G où la mainmise sur les données est un risque réel. Donc il faut trouver le juste équilibre entre le risque d'avoir recours à la technologie chinoise et puis évidemment l'avantage économique que ça présente. Et encore une fois, ce n'est pas une concurrence technologique. Le problème de la technologie n'est pas là, puisque la technologie est disponible. C'est par contre en termes de compétitivité économique que le problème se pose et en termes de sécurité, en tout cas de protection des données, que le problème se pose. Et là, il faut un petit peu trouver le juste équilibre. Mais même si on s'opposait aux produits Huawei, est-ce que pour autant on aurait garanti la sécurité des données? Est-ce que Nokia, est-ce que Ericsson, on peut leur faire confiance pour assurer cette sécurité? Probablement oui, mais peut-être que non, parce que si Nokia et Ericsson sont tributaires à leur tour de produits fournis par la Chine, les pièces, les composants des produits Nokia sont après tout fabriqués en Chine. Donc toute la filière, elle est déjà mondiale, elle trouve sa source, ou en tout cas des éléments en Chine, et ces éléments-là sont irremplaçables. Donc le problème de la sécurité, enfin le problème qui se pose, n'est pas réglé pour autant. La Chine peut toujours indirectement intervenir par le truchement de ce réseau 5G. Et ce n'est pas que le réseau 5G, hein, c'est-à-dire le matériel, c'est également le logiciel, c'est-à-dire les programmes qui font tourner ces appareils. Alors vous avez des grandes sociétés comme Didi, Alibaba, Tencent, où le logiciel a été produit par ces sociétés et utilisé par le marché. TikTok est un exemple. Vous avez des millions d'adolescents américains qui se servent de TikTok, qui est un logiciel de partage de vidéos. Et ben, c'est un logiciel chinois. Et là, encore une fois, les Chinois contraignent les producteurs de ce logiciel, si tant est qu'ils en fassent la demande, de fournir les données qui sont colportées par cette messagerie. Alors, les vidéos d'adolescents, les clips et compagnie, les karaokés, bon, bah, ça n'a pas beaucoup d'implications sur le plan sécuritaire. Pour autant, quand même, ces services qui
qui sont sous-tendus par une base technologique chinoise présentent ce danger du détournement de ces données. Donc, lorsque vous avez recours d'une façon ou d'une autre à une technologie chinoise pour ce genre d'application, eh bien, vous n'avez pas votre sécurité sur le plan de la protection des données. Et donc, même si vous excluez Huawei, vous ne vous affranchissez pas de ce problème. Alors, on peut atténuer le risque, on peut se sentir bien, se donner bonne conscience en éliminant Huawei, mais on se leurre complètement dans la mesure où le risque persiste. Le risque est bel et bien présent et il faut, encore une fois, trouver un juste équilibre entre l'avantage économique évident que cela présente, mais les risques sécuritaires non moins évidents qui sont bel et bien présents. Alors, comme vous le savez, le Japon et les États-Unis ont d'excellentes relations, et là, je présente le point de vue japonais, donc je pourrais aborder cette question sous cet angle-là. La relation entre le Japon et les États-Unis est quand même assez particulière. En tout cas, c'est une relation très importante, bien entendu, surtout pour le Japon. Le Premier ministre Abe s'est efforcé de maintenir de bonnes relations avec le président Trump. Il faut savoir que l'alliance nippo-américaine est essentielle pour la sécurité du Japon. Mais avant l'élection du président Trump, donc en 2016, le ministère japonais des Affaires étrangères avait déjà mis en place un réseau informel avec l'entourage du président Trump. Et le ministère japonais, donc, a procédé à une analyse très détaillée des personnalités qui constituent l'administration Trump. C'est probablement ce que font les autres pays aussi. Mais enfin, l'information dont dispose le Japon, enfin, l'information recueillie par le Japon dans cette démarche est probablement la plus détaillée qui soit. Et c'est là que réside le succès des relations avec les États-Unis. Or, les États-Unis, de leur côté, maintiennent une puissance hégémonique en Asie. Alors, j'ai dit que ce pouvoir ou cette présence hégémonique est en train de se disperser. En tout cas, les États-Unis semblent l'abandonner peu à peu. Mais la relation entre l'Asie et l'Amérique est quand même cruciale à cause de l'activité de la Chine dans la région. Alors, l'activité de la Chine est peut-être réduite pour l'instant, mais quand même, les États-Unis, pour autant, ne se retirent pas de la région de l'Asie. Les opérations maritimes dans les mers de Chine du Sud sont un bel exemple des enjeux stratégiques dans cette région, qui sont une préoccupation pour les États-Unis. Et puis, l'initiative du Pacifique libre et ouvert, l'opération FOIP, Free and Open Initiative in the Pacific. Cette initiative vise à établir une relation solide entre les États-Unis, le Japon, l'Inde et l'Australie, qu'on appelle les Quad, les 4 pays en question. Donc, l'idée, enfin, une espèce de quatuor, l'idée est d'avoir un bloc pour contrer, si vous voulez, l'influence chinoise dans la région. Et les États-Unis, évidemment, s'intéressent beaucoup à ces enjeux dans la région. Alors, c'est vrai que le président Trump, pour sa part, ne souhaite pas, disons, développer le cadre multilatéral. Donc c'est essentiellement sur une base bilatérale que le président Trump s'est efforcé de maintenir et de renforcer les liens. Pour autant, la relation entre le Japon et l'Inde, le Japon et l'Australie, ces relations bilatérales se développent précisément pour renforcer, si vous voulez, cette alliance quadripartite avec les États-Unis. Alors, les États-Unis, pour leur part, exigent une contribution financière plus importante à l'Alliance de la part de ses partenaires. Le Japon, pour sa part, a acquitté pratiquement 70% du coût des bases américaines au Japon. Alors,
Le président Trump, pour sa part, demande une augmentation de cette participation financière et donc une augmentation de ce budget. Mais enfin, ces exigences ne sont pas aussi, disons, aussi percutantes que dans le cadre de l'OTAN ou des relations avec la Corée du Sud. Donc le Japon n'a pas été mis sous la même pression. Par contre, la relation entre la Chine et le Japon, ça c'est une autre affaire. Mais curieusement, cette relation évolue. Pourquoi ? Ben justement à cause de la dégradation des relations entre la Chine et les États-Unis. Quand cette relation sino-américaine est mauvaise, là, le Japon, évidemment, essaye pour sa part de renforcer la relation avec la Chine. Il y aura une deuxième visite du président Xi Jinping au Japon. Pour la deuxième fois, Xi Jinping est censé rendre visite à l'empereur du Japon. C'était prévu pour le mois d'avril, mais en raison de la crise du coronavirus, la venue du président chinois a été reportée. Pour autant, cette visite d'État du président chinois Xi Jinping est quand même un geste fortement symbolique pour la Chine, puisque l'idée, c'est que vous avez une relation plus amicale entre la Chine et le Japon qui est exprimée à travers cette visite. On se rappelle que en 2010, sous Xi Jinping, la relation sino-japonaise n'était pas du tout aussi bonne. Et donc, il était crucial que les relations politiques, économiques et diplomatiques entre les deux pays s'améliorent. Il y a une dizaine d'années, elles étaient au plus bas. Maintenant, elles commencent à se redresser. Et ce qui est clair, c'est que c'est une nouvelle volonté politique qui s'affirme de part et d'autre, enfin de ces deux pays, pour redresser la qualité de ces relations et d'asseoir une présence sino-japonaise sur les marchés internationaux. Par rapport à la situation avec la Corée du Sud, on voit souvent un triangle entre la Chine, le Japon et la Corée du Sud. Mais enfin, la relation entre la Chine et la Corée du Sud n'est pas très bonne. Et la relation entre le Japon et la Corée du Sud, elle non plus, en raison du passé historique, n'est guère brillante. Alors, pour le Japon, il y a quand même ici une opportunité. C'est-à-dire que ou plutôt du côté, plutôt du côté chinois. On se dit que le Japon essaiera de renforcer les relations avec le Japon. Alors la Chine met un peu de côté les différences historiques avec le Japon, notamment le massacre de Nanking par les Japonais, pour essayer de jeter les bases d'une relation plus solide à l'avenir. Alors là, ce réchauffement est relativement nouveau. Depuis 10, même 20 ans, on ne l'a pas vu. Et paradoxalement, c'est grâce au président Trump que cette relation entre la Chine et le Japon est au beau fixe, ou en tout cas est bien meilleure qu'elle ne l'a été depuis longtemps. Pour autant, l'amélioration des relations entre le Japon et la Chine ne règle pas les problèmes. Les problèmes de sécurité restent présents, notamment pour les questions territoriales. Les îles Senkaku, ce problème-là reste entièrement d'actualité. Et même pendant la crise du coronavirus, les navires chinois sont entrés dans les eaux territoriales de ces eaux et les gardes-côtes japonais ont essayé, et d'ailleurs tous les jours sont là à essayer de repousser ces navires. Et puis l'émergence de la Chine comme puissance militaire, évidemment, complique un petit peu la relation avec le Japon. On peut bien le comprendre. Alors, la Chine, pour sa part, a tendu un petit peu la main au Japon, mais la réponse japonaise est relativement, est limitée dans la mesure où le Japon ne fait pas entièrement confiance aux intentions et ambitions de la Chine dans la région, en tout cas à des soupçons. Alors, la relation entre le Japon et les États-Unis se dessine dans un cadre relativement complexe. Parce que sur le plan économique, vous avez la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, et avec les élections présidentielles américaines au mois de novembre de cette année, vous aurez une nouvelle administration
américaine, ce sera peut-être même Bernie Sanders qui se retrouvera aux affaires. Enfin, quoi qu'il en soit, il est probable que l'attitude de la nouvelle administration américaine envers la Chine reste à peu près la même, puisque la question du déficit commercial avec la Chine pose toujours le problème de la relation ou de la structure économique des États-Unis qui est tributaire dans une certaine mesure de la résorption de ce déficit. Donc si le président Trump est réélu, il poursuivra certainement cette politique. Et même si c'est le camp démocrate qui l'emporte, à supposer que ce soit Bernie Sanders qui devienne président des États-Unis, pour autant, je pense que cette politique se poursuivra. Et puis, le président Trump a mis la barre très haut pour ce qui est de la concurrence avec la Chine, ce qui fait qu'il est relativement difficile d'amoindrir, si vous voulez, les relations quelque peu conflictuelles avec la Chine. Et puis du côté de la Chine, les Chinois estiment que l'offensive américaine, ou en tout cas les mesures relativement hostiles menées par les États-Unis, ne sauraient être aisément écartées. Donc la relation sino-américaine se poursuivra dans ce contexte, et cela aura des conséquences évidentes et énormes pour le Japon. Pourquoi ? Parce que l'économie japonaise, pour sa part, est fortement tributaire à son tour de la Chine. Et si cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis se poursuit, voire se développe, eh bien, évidemment, cela amorcera un déclin de l'économie chinoise qui, par voie de conséquence, entraînera également un recul de l'économie japonaise. Et puis en plus de tout cela, cette crise provoquée par le coronavirus change la donne de bien des façons. D'un côté, vous avez une chute spectaculaire des cours des valeurs mobilières depuis une semaine, chute qui se poursuivra en raison notamment du coronavirus, mais également du fait de la stagnation de l'économie chinoise qui, à son tour, a entraîné une baisse du cours des valeurs mobilières. Mais ce recul, lui aussi, est aussi un phénomène de bulle qui éclate aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, vous aviez des taux d'intérêt très faibles, donc vous avez une surabondance de liquidités sur le marché, et c'est cette surabondance qui a permis de maintenir à un niveau irréaliste les cours de bourse aux États-Unis. Donc, en quelque sorte, l'arrivée du coronavirus est venue percer cette bulle de l'économie américaine. Et puis, il y avait également le souci des excédents qui étaient associés à des cours de bourse, gonflés. Alors, parce que vous aviez dans ce marché la domination des GAFA. GAFA, c'est Google, Apple, Facebook et Amazon. Cette espèce cet oligopole, pour ainsi dire, qui domine l'économie américaine. Cette présence de ces géants a un petit peu, bloquer le reste de l'investissement dans les technologies, puisqu'il est monopolisé par ces grandes entreprises, et la présence de capital risque en raison de cette nouvelle donne se trouve réduite en peau de chagrin. Alors, vous avez ce recul de l'économie américaine et un recul analogue de l'économie chinoise. D'ailleurs, ça ne concerne pas que la relation sino-américaine. Vous savez que
vous aviez au-delà de la guerre commerciale, vous avez d'autres facteurs. L'initiative de la nouvelle route de la soie est une tentative par les Chinois de trouver une nouvelle source, un nouveau débouché économique autre que les États-Unis pour assurer assurer ce développement économique. D'où l'investissement en Afrique, mais également des pays comme le Kyrgyzstan ou le Kazakhstan, où la Chine ambitionne, convoite plutôt des ressources précieuses. Donc vous avez une nouvelle dynamique qui se dessine dans les relations politiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Chine mène actuellement une offensive de charme envers le Japon. Le Japon, pour sa part, est disposé à améliorer les relations bilatérales. Et puis, par ailleurs, les États-Unis ne semblent pas trop se mêler de l'évolution des relations sino-japonaises. Et ça revient à ma thèse, à savoir que les États-Unis ne se font plus, disons, le champion d'une puissance hégémonique dans la région parce qu'elle ne se mêle pas de relations bilatérales. Les États-Unis, plutôt, ne se mêlent pas de relations bilatérales, notamment entre la Chine et le Japon. Lorsqu'on qualifie un pays de puissance hégémonique, une puissance hégémonique, typiquement, va se mêler, va intervenir dans des relations bilatérales entre pays tiers, comme le Japon et la Chine. Or, le Japon n'a pas subi de pression politique des États-Unis et a pu, en quelque sorte, élaborer sa propre stratégie pour développer cette relation avec la Chine. Entre le Japon et l'Inde, entre le Japon et l'Australie, vous avez ici une alliance ou une semi-alliance triangulaire qui en est un autre exemple. Là, c'est une initiative japonaise qui se propose de renforcer des relations complémentaires avec ces deux autres pays, avec l'Inde et l'Australie. C'est une espèce de police d'assurance au cas où les États-Unis se retireraient un petit peu des intérêts militaires japonais, ce serait une solution de recours. Vous connaissez le TPP-11, le partenariat transpacifique. Ça, c'est évidemment quelque chose qui incluait les États-Unis. Enfin, c'était signé par l'administration Obama. Mais vous savez que l'administration Trump a quitté le TPP, et dès que cette décision a été prise, eh bien, le Japon s'est saisi de l'initiative de rassembler les autres pays et renforcer ces initiatives sans les États-Unis. Et les États-Unis ne se sont pas préoccupés de cette initiative japonaise, et donc maintenant, c'est un petit peu le Japon qui a repris le relais et qui mène un petit peu le jeu dans ces initiatives diplomatiques de la région. Alors évidemment, l'évolution politique ne peuvent pas garantir que les relations entre la Chine et les États-Unis ou la Chine et le Japon se régulariseront. La Chine et le Japon maintenant ont de meilleures relations, mais la Chine ne souhaite pas nécessairement renforcer les liens avec les États-Unis, et réciproquement, les États-Unis ne se proposent pas de changer son attitude vis-à-vis de la Chine. Mais, comme je l'ai dit, la Chine, pour sa part, ne se soucie peu de la présence quelque peu hégémonique des États-Unis, ni dans cette région, ni d'ailleurs dans d'autres régions comme l'Afrique. Ce qui veut dire que les États-Unis
ne sont pas motivés pour renforcer les initiatives diplomatiques envers la Chine. Hein. Vous avez deux blocs en présence. Les États-Unis n'ont pas trop fait attention à ce qui se passe, à ce que se faisait la Chine en dehors de sa propre sphère d'intérêt. Hein, par exemple, au Proche-Orient ou en Asie, dans l'Asie de l'Est, ça c'est les deux sphères qui intéressent les États-Unis, mais en dehors de là, la Chine a plus ou moins les mains libres par rapport aux États-Unis et peut étendre son influence à d'autres pays de la région ou au-delà. Je pense notamment donc à l'Afrique ou en Asie centrale. Alors, la course présidentielle, les enjeux de l'élection présidentielle en 2020 pourraient changer quelque peu le paysage politique américain, mais par rapport à la Chine, les choses ne vont pas tellement changer. Par contre, la relation triangulaire Japon, Chine, États-Unis, vous avez évidemment les questions militaires et technologiques, et c'est ces deux enjeux qui seront les plus fondamentaux. C'est-à-dire que la Chine investit énormément dans la technologie, précisément pour rattraper son retard technologique, et cette tendance se poursuivra. Mais pour autant, la doctrine militaire chinoise reste régionale. Elle s'étend là où les intérêts nationaux se trouvent. Donc l'initiative de la nouvelle route de la soie et l'expansion militaire chinoise, ces deux initiatives vont de pair et elles donnent l'impression que la Chine élargit sa sphère hégémonique ou sa sphère d'influence à travers le monde, mais en fin de compte, cette démarche consiste essentiellement à éviter l'affrontement avec la sphère d'influence américaine. C'est un petit peu cela qui se dessine ici, et c'est une situation dans laquelle les États-Unis ont, en quelque sorte, les États-Unis et le Japon ont essayé d'équilibrer leur sphère d'influence respective. Alors évidemment, la question de la technologie chinoise reste une question d'actualité, pas simplement pour les États-Unis, mais pour le reste du monde. Les investissements dans la technologie vont renforcer la capacité militaire de la Chine et pourront être, en quelque sorte, pourront venir rivaliser avec l'influence américaine. Et vous avez un monde qui se dessine ainsi entre deux grandes superpuissances. L'investissement chinois dans la technologie, pour sa part, aura bien sûr pour effet de renforcer sa propre compétitivité économique, ce qui, là, à nouveau, viendra, disons, rivaliser avec l'industrie américaine. Mais pour autant, on voit encore cet équilibre du monde entre ces deux superpuissances. L'aspect technologique est tout à fait intéressant parce que on y retrouve éventuellement deux ensembles de technologies ou deux concepts de la technologie qui pourraient venir diviser le monde entre deux standards, deux normes, le standard chinois et le standard américano-européen. Quand on parle de technologie, par exemple, de technologie 5G ou d'IA ou de diverses nouvelles technologies émergentes, il faudra que l'on établisse de nouveaux standards technologiques. Si jamais il y a certains domaines où la technologie chinoise est dominante, et s'il y a d'autres domaines où c'est plutôt la technologie américaine, japonaise ou européenne qui domine, eh bien, on retrouvera un monde complètement différent, scindé en deux, et cela viendra donc limiter la taille du marché disponible, et on se retrouvera avec deux ensembles différents de standards et de normes. Et cela va entraîner une nouvelle sorte de mondialisation. Au début, on pensait que dans le monde, il y aurait une règle unique, des standards uniques. Par exemple, si vous prenez un réseau 4G, vous pouvez utiliser le même téléphone en Chine
même si vous ne pourrez pas utiliser les mêmes logiciels. Par exemple, on ne peut pas utiliser Google en Chine, mais au moins, votre téléphone fonctionnera en Chine. Mais ça n'arrivera plus si on se retrouve avec deux ensembles de normes différents. Et cela constituera un sujet d'étude tout particulièrement intéressant dans l'étude des relations américano-chinoises. Et enfin, ce que le Japon et la France peuvent faire, peut-être que cela dépasse un petit peu le cadre de la conférence d'aujourd'hui, mais puisque moi je suis japonais et vous êtes français, cela pourrait vous intéresser. Le Japon et la France sont dépendants des États-Unis du côté militaire. L'alliance avec les États-Unis est la pièce maîtresse de la diplomatie et de la stratégie. Néanmoins, le président Macron a annoncé la semaine dernière, si je m'en souviens bien, l'intention de développer les capacités nationales et européennes, surtout dans le domaine des forces nucléaires, et aussi de développer l'autonomie de l'Europe. Ce qui est une tâche tout à fait difficile et ambitieuse, mais c'est aussi une vieille devise que l'on semble ressasser depuis quelques années. Et donc, peut-être que progressivement, l'Europe s'autonomise et qu'elle peut établir un seul jeu de doctrine militaire qui pourrait être indépendant des États-Unis. Néanmoins, l'Europe connaît une grande diversité. Il y a beaucoup de pays au sein de l'UE qui dépendent encore fortement des États-Unis et de l'OTAN. Et donc l'initiative française pourrait aussi inclure la participation de plusieurs pays, notamment l'Allemagne. Néanmoins, la taille des forces n'est pas suffisante pour en devenir entièrement autonome des États-Unis. Et donc, l'équilibre entre une Europe autonome et la dépendance aux États-Unis, eh bien, cet équilibre reste encore délicat à trouver. D'un autre côté, le Japon, lui, est dans une situation entièrement différente. Nous n'avons pas les mêmes défis qui sont aussi graves qu'en Europe. Nous avons des remises en cause qui sont assez graves de la part de la Chine et de la Corée du Nord. Nous avons donc besoin de l'alliance avec les États-Unis du fait de notre Constitution qui, dans son article 9, renonce à la participation à un conflit armé. Et donc la Constitution japonaise ne permet que l'autodéfense et la défense territoriale, mais elle ne prévoit pas que le Japon puisse attaquer un pays étranger, y compris la Chine et la Corée du Nord. Partant, l'alliance avec... On appelle souvent l'alliance avec les États-Unis comme la lance et le bouclier. Les États-Unis sont la lance et les forces d'autodéfense japonaises sont le bouclier pour défendre le Japon. Le Japon et la France, du côté militaire, sont dans un récit différent, mais il y a certains domaines comme le cyber ou le spatial où il y a beaucoup de choses que peuvent entreprendre le Japon et la France, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. L'élément clé est toutefois d'établir une autonomie technologique de la Chine et des États-Unis. Donc, si nous devons travailler ensemble, si nous travaillons ensemble pour établir des normes technologiques, par exemple pour la 5G, il n'y a pas d'industrie qui pourra rivaliser aux États-Unis. Ce sont les entreprises européennes, Nokia et Ericsson, qui ont la main sur le marché mondial et qui peuvent ensuite concourir contre les Chinois. Et puis il y a aussi certaines sociétés japonaises qui sont en mesure de collaborer avec les entreprises européennes. Cette coopération technologique va donc permettre
ou en tout cas permettrait de retrouver une certaine compétitivité économique et aussi une autonomie militaire, parce que ces temps-ci, les armées ont besoin d'énormément de nouvelles technologies, et les technologies qui sont développées par le privé. Et donc, les entreprises du secteur privé vont aussi déterminer la force dans le secteur militaire. Le Japon et la France, ou le Japon et l'Europe, peuvent donc avancer de concert pour établir une certaine autonomie technologique, mais pas seulement. Ils peuvent ensemble déterminer des façons d'appliquer ces avancées technologiques à des fins civiles, mais aussi avec des implications militaires. Et donc, ça veut dire que, par exemple, si l'on travaille sur l'intelligence artificielle, l'IA, eh bien, on peut collaborer pour établir de nouvelles normes qui ne viendront pas violer la vie privée des citoyens et qui permettront d'essayer de protéger les informations personnelles, de garantir l'intégrité des données, et l'on pourra quand même utiliser l'IA pour améliorer les capacités militaires. Le dernier message que j'aurais à vous faire passer du point de vue japonais et asiatique, c'est que on peut penser, vu d'Europe et d'Asie, que les États-Unis n'ont pas le même comportement. L'Asie a toujours besoin de la puissance des États-Unis, et le retrait des États-Unis de cette position d'hégémone n'a pas encore vraiment eu lieu en Asie. Les États-Unis restent encore engagés dans cette formule stratégique en Asie. Néanmoins, les États-Unis ne seront plus les mêmes qu'avant. Ils ne vont peut-être plus autant s'engager à protéger l'alliance de manière automatique, et il faut que l'on prête énormément attention et que l'on fasse beaucoup d'efforts pour conserver cet ancrage des États-Unis dans la région d'Asie. Je vais m'arrêter ici et je vous remercie infiniment pour votre attention.